Mon nom, c'est Marcel Petitcoué. Je suis originaire de Ouémotachie, je suis à Tikamek. Moi, je suis né en forêt dans le territoire à mon père, en 1952, en hiver en plus. Et vous venez de publier un livre, pouvez-vous nous en parler? C'est une biographie sur avant le pensionnat, c'est de ma vie de 0 à 6 ans avec mes parents en forêt. J'ai eu une très belle enfance. Après ça, de 6 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, je suis allé dans les pensionnats. C'est à peu près 11 ans, quasiment 12 ans que j'ai passé dans les pensionnats. J'ai passé 1 an à Moss. Après ça, on a été transféré au Lac-Saint-Jean, à Pointe-Bleue, en 1960, jusqu'à... C'est là que j'ai terminé mes études secondaire 3. Là. Il y a un bout que je parle avant le pensionnat, pendant le pensionnat, après le pensionnat, puis après ça, mon relèvement, la guérison, vers la guérison. Là. Pendant les années de pensionnat, ça a été très difficile. J'ai subi des agressions sexuelles plusieurs fois. Puis après ça, quand j'ai lâché les pensionnats, l'école, je suis revenu très révolté envers la société, envers mes parents aussi. Je les rendais coupables de m'avoir laissé partir, puis que j'ai été agressé, puis que j'ai perdu aussi un peu de ma culture à cause des pensionnats, parce qu'on nous disait que la culture autochtone c'était comme de la sorcellerie, puis c'était que nos ancêtres étaient possédés du démon quand ils faisaient des cérémonies. C'était toutes des choses négatives qu'on nous racontait dans les pensionnats. Pas seulement pour les cérémonies, mais aussi concernant nos parents. Ils dénigraient beaucoup nos parents. Et des fois, ils nous disaient vos parents sont incapables d'élever des enfants. C'est pour ça que le gouvernement vous envoie ici. C'est ça qu'on nous a dit dans les pensionnats. Puis quand on revenait pour les vacances d'été, on avait hâte de partir de Pointe-Bleue, du pensionnat. Quand on arrivait ici à Sanmar, le petit village en face de Ouémotachie, on débarquait au presbytère, puis là, c'était ça prenait du temps qu'on débarquait, on regardait nos parents, puis on avait des préjugés envers eux autres. Parce qu'on nous avait enseigné des choses très négatives envers nos parents. Puis, des fois, c'était les autres qui embarquaient dans l'autobus pour venir nous chercher, pour nous prendre par la main, puis débarquer de l'autobus. Puis, recevoir des câlins de la part des parents, là, c'était difficile pour nous autres parce que on refoulait les câlins et l'amour qu'ils voulaient nous transmettre. Puis c'est comme ça que ça s'est déroulé pendant 10 ans, les pensionnats, là. En 1966, c'est quelque chose que je ne relate pas dans mon livre. Mais en 1966, vers la fin du mois d'octobre, j'avais fugué avec un de mes amis. Ça faisait quand même deux fois qu'on s'essayait de fuguer, puis on se faisait tout le temps arrêter par la police. Ils nous ramenaient au pensionnat, puis là, on se faisait battre. Ils nous mettaient 20 minutes dans la douche froide, là, puis... Fait que là, cette fois-là, la troisième fois, là, j'ai dit à mon ami, là, cette fois-ci, on ne prendra pas le chemin pour Chambord. On va aller vers Saint-Edwidge, puis les chemins forestiers. C'est comme ça qu'on s'est rendu jusqu'au 22 000, puis on a marché pendant 3 jours. Fait que, rendu au 22 000, il y avait des familles à Tikamek qui étaient là, puis les autres c'était des bûcherons, puis un des membres de ces 3 familles-là, il était 3 familles, il a appelé à Sanmar pour avertir mon père que j'étais rendu au 22 000. Puis mon père s'est organisé avec un de
un de ses neveux pour venir nous chercher au 22 000, puis on s'est rendu chez nous. C'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner dans mon livre, là, mais puis après ça, ben, ça a été les autres années, là, tu sais, j'ai commencé très jeune à consommer de l'alcool. Peut-être à cause des abus sexuels, puis aussi pour essayer d'oublier ce qui s'était passé. Puis, fait que là, quand j'ai eu mes 17 ans, c'était dans le mois d'avril, j'ai eu un dernier abus sexuel. Je faisais beaucoup de fièvre, puis l'infirmière m'avait dit « Aujourd'hui, tu vas pas à l'école, je vais te donner de quoi, puis tu vas aller te coucher. Tu vas dormir. » Fait que là, je suis allé me coucher, puis à un moment donné, ben, il y a un de nos surveillants qui est rentré, il a barré les portes, puis... fait que là, ben, il a fait ce qu'il a voulu de moi. J'étais incapable de me défendre. Fait que là, ben, il a fait ce qu'il a voulu de moi, puis... à partir de là, tu sais que moi j'ai complètement délaissé l'école. Je fuguais de l'école, puis à un moment donné, je suis allé voir le représentant du gouvernement, c'était un agent de liaison pour les étudiants. J'ai dit je veux retourner à la maison. Je suis tanné du pensionnat, puis il m'avait demandé pourquoi je voulais retourner au pensionnat. Il te restait rien que 2 mois. Ah non, puis j'ai dit non, je veux partir. Je suis écœuré ici. Là. Fait que là, il m'a donné des papiers pour que je puisse embarquer l'autobus puis le train. Puis le soir après mon départ, il y avait des... Dans le dortoir, on était peut-être une vingtaine, 25 peut-être, sinon une trentaine. Les gars qui étaient là, c'était les grands. Je faisais partie du dortoir des grands. Là. Fait que le frère qui m'avait abusé, il a dit la maudite chienne est partie. Fait que quand le temps des vacances est arrivé, j'ai rencontré mes amis des pensionnats, là, puis ils m'ont dit c'était le frère, c'est ça qui t'a traité. Il t'a traité de chienne. Je me suis pas arrêté à ça, je me suis dit, donc j'étais rien qu'une chienne pour lui quand il m'abusait. Fait que là, ben, j'ai retourné à l'automne, j'ai été placé dans une famille d'accueil. Mais j'étais pas bien, je consommais beaucoup des fins de semaine surtout, là, puis je manquais souvent à l'école. Puis à un moment donné, ben, je me suis fait dire retourne chez vous, on va te donner des papiers, puis retourne chez vous. L'année suivante, j'ai essayé de retourner, puis ça a été la même chose. J'étais pas capable de m'impliquer dans mes études. Puis aussi, il y avait aussi le racisme aussi dans la ville où on était. Puis une autre fois, ben, ils m'ont dit tu vas retourner chez vous encore, là, on ne te reprendra plus. T'as un problème de consommation, fait que t'as un problème de comportement, fait que tu vas retourner chez vous, là. Puis ce coup-là, ben, ils m'ont pas donné de papier, ils m'ont dit tu vas t'en retourner à pied. Je suis revenu à Sanne-Maure, parce que dans ce temps-là, on habitait à Sanne-Maure, aux alentours de Sanne-Maure, là, tu sais, un peu plus... On habitait dans des tentes. Fait que là, ben, j'ai fait du pouce à partir de Roberval jusqu'à La Tuque. Puis rendu à La Tuque, ben, j'ai emprunté 5 pièces à une personne que je connaissais. Dans ce temps-là, le billet de train coûtait seulement 2 pièces et demie. Fait que là, ben, j'ai acheté mon billet puis je suis revenu chez mes parents. Puis là, tout ce que mon père m'a dit, ben, il m'a dit, ça va faire un bras de plus pour faire du bois, pour aller chercher de l'eau. Et c'est tout. Parce que dans ce temps-là, on habitait dans des tentes, on habitait dans des cabanons aussi. Fait que là, ben,
On n'avait pas l'eau courante, on n'avait pas d'électricité, puis il fallait faire beaucoup de bois pour passer l'hiver. Fait que là, ben, avec ça, après avoir lâché l'école, l'alcool, il a fait beaucoup partie de ma vie. Je consommais de plus en plus. Jusqu'à ce que je connaisse ma conjointe aujourd'hui. Fait que on s'est mariés, on a 5 enfants. Puis les premiers 20 ans de notre mariage, ça a été vraiment rock'n'roll, comme on dit. Je buvais beaucoup, puis il y avait de la violence conjugale. Fait que c'est ça que j'ai fait vivre à ma famille, la violence. J'ai peut-être pas violent physiquement envers mes enfants, peut-être plus verbalement. Puis j'étais incapable de les prendre dans mes bras, là, c'était faire des câlins à mes enfants, c'était trop comme trop demandé pour moi, là. Fait que c'est ça qui a été pendant 20 ans, là, avec plus de 20 ans, je pourrais dire, là, avec ma conjointe. Puis à un moment donné, ben, en 93, ça faisait peut-être 2-3 mois que j'étais sur la galère, sur la brosse, comme on dit. Fait qu'à un moment donné, ben, ma conjointe a tout ramassé mon linge. Il m'a dit, moi je retournais ce soir-là, le 30 janvier au soir, je retournais à la maison, puis quand j'ai vu que sur la galerie, il y avait un sac de déchets. C'était mon linge qui était là-dedans. La lumière s'est allumée à l'extérieur, puis là, ma conjointe a juste tiré un peu les rideaux, il a pointé du doigt le sac. À travers la fenêtre, il m'a dit, il y a quelque chose là-dedans. J'ai regardé là-dedans, c'était mon linge, puis aussi il y avait une petite lettre. La seule chose qu'il avait écrit, c'est si tu ne changes pas de mode de vie, ben, tu ne remettras plus les pieds dans la maison. Fait que là, ben, j'ai compris le message. Elle était tannée de me voir tout le temps chaud et de dépenser de l'argent pour ma consommation. Ben, déjà auparavant, ça faisait peut-être 5 ou 6 ans, j'essayais par moi-même d'arrêter, mais ça ne marchait jamais. Je rechutais tout le temps, puis j'arrêtais que 3-4 mois, 6 mois, je rechutais tout le temps. Fait que, en 1990, ça faisait 7 mois que j'avais arrêté de consommer. Puis dans notre communauté, il y avait eu 2 suicides de 2 jeunes hommes. Fait que je m'en allais au magasin, puis là, il y a mes amis qui est venu me voir pendant que j'étais en train de faire une petite épicerie, là, puis il vient me dire, étais-tu au courant que les 2 jeunes hommes, là, ils auraient été abusés par le curé? Là, j'ai dit, ah ouais. Là, les souvenirs sont revenus, ils sont revenus très très fort. Fait que, après avoir fait mon épicerie, je l'ai ramené chez nous, puis j'ai redescendu la côte pour aller me chercher une caisse de bière. Puis c'est de même que pendant de 90 à 93, quand je prenais un coup, c'était pas seulement pour les fins de semaine. Ça pouvait durer 3-4 semaines. Puis en 93, ben en 92, ben, ça a été la pire année, je pense. J'ai consommé pendant au moins 7-8 mois, là, puis c'était vraiment difficile pour moi. Puis j'essayais d'oublier ça dans l'alcool et tout ce que j'avais subi. Après ça, quand j'ai été mis à la porte de chez nous, là, j'ai pensé que d'aller chercher de l'aide. J'ai rencontré quelqu'un dans la rue, puis on a parlé, puis c'était un intervenant, puis il m'a suggéré de venir les rencontrer à leur bureau le lundi matin, puis je suis allé
d'aller voir ces personnes-là, puis ils m'ont suggéré d'aller faire une thérapie. Une thérapie dans un centre pour autochtones à La Tuque. Puis c'est dedans que ça a tout commencé, c'est mon relèvement, là, c'est mon arrêt de consommation. Ça a été, depuis ce temps-là, je chemine dans... J'ai commencé avec les alcooliques anonymes, puis après ça, ben, j'ai rencontré du monde qui pratiquait la spiritualité autochtone. Tranquillement, je me suis engagé avec les autres dans ce chemin-là, puis c'est de même qu'aujourd'hui, ben, je chemine encore dans ce chemin-là. Il y en a qui appellent ça le chemin rouge, moi j'appelle ça plus la spiritualité autochtone. Je maintiens mon abstinence avec ce mode de vie-là. Parce que la spiritualité autochtone, c'est pas une religion, c'est un mode de vie. C'est important de le mentionner, je pense. C'est ça qui est un peu depuis 93, ma vie, là, il se déroule sans alcool, sans drogue. J'ai été intervenant pendant 20 ans, une vingtaine d'années. J'ai aidé du monde qui ont des problèmes de consommation, qui ont des problèmes de violence. J'ai été thérapeute dans des projets. Fait que c'est de même que moi je m'en suis sorti. Est-ce que tu peux nous parler de ton lien avec la spiritualité autochtone et comment ça t'a guéri? C'est de retourner dans ce que nos ancêtres vivaient. C'est un mode de vie, comme tantôt je le disais, c'est pas une religion, puis il n'y a rien qui est... Il y a personne qui va me dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu sais. Si tu veux être bien, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. On vit seulement en forêt, puis on fait nos cérémonies, puis c'est de même qu'aujourd'hui je vis. Tu sais, j'y crois plus au Dieu vengeur, au Dieu punisseur. Là. Je crois à une créature, à une énergie divine qui dirige pas ma vie, qui vient seulement me guider dans tout ce que je fais. Là. Puis c'est ça pour moi la spiritualité autochtone. Puis j'ai pas d'obligation envers qui que ce soit. Puis c'est très important de le mentionner aussi parce que on voit beaucoup de formes de religion dans lesquelles il y a beaucoup de choses, de règles qu'il faut absolument suivre. Tandis que dans la spiritualité autochtone, ben c'est un mode de vie. Tu vis cela comme tu veux. C'est important pour nous autres aussi de... Oui, fait que c'est ça pour moi la spiritualité autochtone. Depuis ce temps-là, ben, je me sens bien dans ma peau. Je suis bien dans ce que je fais. Ouais. Donc, ce qu'ils vous ont enlevé, ou ce qu'ils ont voulu plutôt vous enlever au pensionnat, c'est un peu ce qui vous a libéré. Oui, c'est bien ça, oui. Toutes les choses négatives qu'on nous a racontées sur le mode de vie des Autochtones, c'est ça qui m'a comme libéré de mes souffrances. Puis aussi l'écriture, ça a été quelque chose aussi pour moi de très libérateur. Le fait d'avoir écrit un livre, là, ça faisait quand même 7 ans que j'écrivais des choses sur ma vie. Fait qu'à un moment donné, ben, il y a une personne qui m'a suggéré de le publier, puis j'ai dû faire des choix dans ce que j'avais écrit, parce que je voulais pas mentionner des choses pour les abus sexuels, je voulais pas les décrire en détail. Juste le fait de mentionner que j'ai été abusé, c'était juste ça que je voulais faire. Parce que ça aurait pu toucher trop de personnes, puis traumatiser même certaines personnes.
qui ont subi des choses. Étant thérapeute, aussi intervenant, là, je le sens quand une personne il a été abusée. Puis je sais comment l'aider parce que ce sont des choses que j'ai vécues. Puis fait que là, ben, ça me guide beaucoup aussi dans ce que je fais. Aujourd'hui, c'est mon passé, là, c'est mon outil de travail. C'est important pour moi quand je rencontre quelqu'un qui a eu des problèmes de consommation puis de violence, là, de savoir d'où il vient. Parce que je viens de la même place que lui, puis je sais comment l'aider. C'est important aussi que de le savoir, de lui dire d'où ce qui vient. Parce que des fois, il y en a qui ne veulent pas l'accepter. Ils savent d'où ils viennent, mais ils ne veulent pas voir, ils veulent pas regarder ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu. S'ils ont été abusés, ils ne veulent pas aller voir ça, puis c'est parce que c'est trop difficile pour eux autres. Pour ceux qui ont été abusés dans leur enfance ou autrement, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Je n'ai pas très bien compris. Pour ceux qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou qui ont été victimes de violences d'une manière ou d'une autre dans leur enfance et qui survivent aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? C'est d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont vécu. C'est sûr que ça va il y a des souvenirs qui font mal, mais quand on est capable d'apprivoiser nos souffrances, là, c'est là qu'on puisse se libérer de ces souffrances-là, de ces blessures-là. Moi, là, ce que je pourrais conseiller à une personne qui a subi ces choses-là, c'est d'aller voir un bon intervenant, un psychologue, puis c'est d'être vrai, d'être authentique dans ce qu'il est. Ouais, en quoi ça permet de guérir, d'être authentique? La vérité, c'est très guérisseur. D'être authentique envers soi-même, là, puis de ne pas se cacher ces choses-là. Parce que c'est ça qui nous empêche d'évoluer. De dire ces choses-là, de faire des dévoilements, là, des fois c'est très difficile. Mais un coup qu'on a passé au travers de tout ça, là, c'est très libérateur. Aujourd'hui, les pensionnats, ben, ils sont fermés parce que le dernier est fermé en 96. Mais on parle beaucoup des enlèvements d'enfants par la DPJ puis de d'autres façons, qui sont remis souvent des familles blanches. Quel lien tu fais entre les pensionnats puis les adoptions forcées? Ben, je pense que c'est des choses qui ont beaucoup de ressemblance avec les pensionnats, la DPJ. Un enfant autochtone devrait être placé dans des familles autochtones pour qu'il puisse garder sa culture, sa langue. Étant thérapeute, j'ai rencontré des jeunes qui sont adultes aujourd'hui, qui ont été placés dans des familles blanches. Puis certaines personnes m'ont raconté qu'ils avaient été abusés. J'ai connu une jeune femme qui était venue en thérapie avec nous autres. Il m'avait raconté tout ce qu'elle avait subi dans ces familles-là. Puis, quand il est venu pour elle, il y a peut-être 2 ou 3 ans, il a essayé de porter plainte, puis tous ses dossiers avaient été détruits. Puis il n'y avait aucun moyen de prouver qu'il avait été abusé, qu'il avait été placé dans telle famille. Puis, on connaît des jeunes qui reviennent dans nos communautés, puis qui ont été placés par la DPJ dans des familles blanches. Ils parlent même plus leur langue, ils reconnaissent même plus leur identité. Puis là, ils se demandent des fois qui ils sont. Puis c'est pour ça que moi je dis qu'un enfant autochtone devrait être placé dans les familles autochtones. Pour pas qu'il perde sa culture, pour pas qu'il perde sa langue. Parce que la langue, c'est important.
La langue, c'est le cœur d'une nation, c'est le cœur d'une personne. On parle depuis quand même plusieurs années maintenant de la vérité et réconciliation. Comment tu sens que tu confrontes encore la société blanche ou que tu te réconcilies avec cette société? J'en parle un peu dans mon livre de la réconciliation. La réconciliation pour moi, c'est de se réconcilier avec soi-même avant. Parce que comme je le dis souvent, moi je m'haïssais. Je me sentais coupable d'avoir été abusé. C'est comme si je portais, je pourrais dire que je portais la honte puis la culpabilité de mes agresseurs. Puis quand je parle de réconciliation, c'est important de se réconcilier avec soi-même. Moi, j'ai fait une cérémonie de réconciliation avec mes enfants, avec ma famille, en commençant avec mes parents. En 93, au mois de mai 93, après 3 mois après avoir terminé ma thérapie, j'avais tout le temps cette question-là qui me trottait dans la tête. Pourquoi m'avez-vous laissé partir? Puis cette journée-là, je suis allé voir mes parents, je leur ai demandé pourquoi. Puis là, c'est ma mère qui a pris la parole en première. Puis là, il m'a dit, bon, assieds-toi. Mais avant, décharge-toi de cette colère que tu portes envers nous autres depuis plus de 30 ans. Elle savait que j'étais toujours en colère envers eux autres. Puis mon père aussi le savait. Fait que là, tu veux savoir pourquoi? On va te le dire aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il voulait me le dire, pourquoi est-ce qu'il m'avait laissé partir. Fait que là, ils m'ont raconté toutes les choses qu'on leur a promis, qu'on leur a dit que c'était comme une forme de trahison envers nos parents. C'est d'enlever leurs enfants, pour que ce soit des frères, puis des sœurs, puis des curés qui les élèvent pendant 10 ans. Là, puis, fait que là, ils m'ont tout raconté comment ça s'est déroulé. Le représentant du gouvernement qui est arrivé avec les curés, puis là, les menaces, les menaces qu'on leur a faites pour qu'ils puissent laisser partir leurs enfants. On leur a enlevé le droit d'élever leurs enfants. Fait que c'est ça que je parle aussi, j'en mentionne aussi dans mon livre de ça, là, puis c'est de le mentionner aussi, je pense que de le mentionner devant les caméras, c'est important aussi. Puis cette journée-là, la réconciliation s'est faite avec mes parents. J'ai été très choyé par mes parents, cette journée-là. Ils m'ont pris dans leurs bras et ils m'ont dit, ils m'ont pas fait d'excuses, ils m'ont juste dit, on t'aime. Et là, c'est comme ça que moi c'est comme réconcilié avec mes parents. Puis quelques années après, je pense que c'était en 2006, 2005, qu'on s'était rassemblés ici, moi puis mes enfants, puis ma conjointe, parce qu'on les voyait aller, là, puis tu sais, il y avait comme... ils consommaient beaucoup d'alcool puis de drogue, puis là, on les a amenés ici, puis on était accompagnés d'un psychologue. Fait que on leur a expliqué qu'est-ce qui s'était passé dans les pensionnats. Tous les abus sexuels qu'on avait subis, ma conjointe, elle aussi, elle a été abusée sexuellement. Fait que là, après avoir parlé de nous autres, on a dit à nos enfants, maintenant c'est à vous autres. C'est à vous autres à nous raconter qu'est-ce que vous avez vécu
pendant qu'on était en consommation. Ils nous ont tout raconté qu'est-ce qu'ils avaient vécu. Puis c'est comme ça qu'on s'est réconcilié avec nos enfants. Puis aussi, quand on parle de réconciliation, c'est important aussi de se réconcilier dans notre communauté. Chose qui ne s'est pas faite encore. Il y a beaucoup de divisions dans notre communauté. Dans nos communautés, je devrais peut-être dire. Fait que c'est ça qui est la réconciliation. De dire nos vérités. Parce que pour moi, la vérité, c'est une façon de se guérir aussi. Puis avec la population non autochtone, ben je pense qu'à un moment donné, il va falloir songer à ça. C'est déjà comme un début quand je reçois des non-autochtones ici. J'aime recevoir le monde ici, là, peu importe la race. On est tous des êtres humains avant tout. C'est important pour moi. J'ai pas de préjugés envers le monde. La colère, la violence, je veux plus porter ça. La haine, toutes ces choses négatives, là, je veux pas porter ça. Je veux juste apprécier les gens, aimer les gens, c'est tout. Parce que c'est dans la spiritualité autochtone, ça. Quand les premiers Européens sont arrivés, ils ont été accueillis avec amour, je pourrais dire. Ils ont été malades, et à un moment donné, c'est des Autochtones qui les ont soignés. Sinon, s'il n'y aurait pas eu des Autochtones, je pense qu'il n'y aurait pas eu de Québécois. Parlant des Québécois, comment vous trouvez que les relations sont changées avec les années entre les Québécois et les Autochtones? Ben, il n'y a pas encore vraiment de réel changement. Il y a encore beaucoup de racisme envers les Autochtones. Par contre, on commence à créer des rapprochements. Puis c'est important de le mentionner aussi, qu'on commence à créer des rapprochements avec les non-autochtones. Puis moi j'aime ça, parler avec du monde. Puis aussi, c'est malgré que j'ai été abusé par des religieux, aujourd'hui j'ai des amis qui sont prêtres, puis je leur en veux pas pour ça. C'est pas toute la religion catholique qui m'a abusé. C'est seulement 3 personnes qui étaient des curés et des frères. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai de très bons amis prêtres. Qu'est-ce que les Québécois pourraient faire pour faciliter le rapprochement? Peut-être un peu plus d'ouverture envers les Autochtones. Puis les Autochtones, ben, ils devraient faire la même chose aussi. Alors, c'est de créer un réel rapprochement, une réelle réconciliation. Ouais. S'il n'y a pas de réconciliation, on va tout le temps vivre dans le racisme, dans la violence, dans la haine aussi. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il ne faudrait pas répéter ces choses-là ici au Québec ou au Canada. Est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai pas demandé que tu aimerais parler? Que j'aimerais parler? Oui. C'est d'être... pour moi, la vie, aujourd'hui, c'est... je le vis jour le jour. Puis j'essaie de vivre avec toutes les personnes que je reçois ici sur mon territoire. Les gens qui sont de passage, ma famille. D'accepter tout le monde. C'est important pour moi d'être accueillant. De partager ce grand territoire. On dit souvent que beaucoup de personnes disent chez les Autochtones que la terre nous appartient.
La terre ne nous appartient pas réellement. On appartient à la terre. C'est notre mère. Puis des fois, quand je vois des choses comme hier, j'ai ramassé un porc-épic qui a été écrasé par une voiture. Je l'ai arrangé, puis on va le manger peut-être dans le courant de la journée. Puis, de respecter la vie animale, de respecter la vie végétale. Même les pierres que moi j'appelle les grands-pères, parce que les autres ils sont là depuis des milliards d'années, avant même les animaux, avant même la végétation, avant les humains. Puis c'est pour ça que je les respecte quand je vais les cueillir pour faire mes sweat lodge. C'est important de respect, le respect envers la mère terre, de remercier la mère terre pour quand je m'en vais chercher de la médecine, des plantes médicinaux. Je prends jamais quelque chose de la terre sans y offrir du tabac. On ne peut pas prendre quelque chose de la mère terre en lui arrachant. Ça m'appartient. Non. Elle ne m'appartient pas. Rien ne m'appartient. On est juste de passage ici sur Terre pour un certain nombre d'années, puis à un moment donné, ben, il va falloir retourner d'où qu'on vient. Fait que c'est ça que moi je veux transmettre, c'est un message d'amour, de partage, de respect. Ça, c'est important que je le partage. J'ai écrit un texte sur les pensionnats que j'ai appelé ma petite valise du pensionnat. Puis, je vais essayer de me le remémorer là, autant que possible, peut-être pas tout en détail. Dans mon texte, j'écris la première fois quand je suis parti. Ma mère prépara mon linge. Il l'a mis dans la valise. Elle avait mis aussi tout l'amour qu'elle avait et celui de mon père. Ma mère avait mis aussi des jouets que je n'ai jamais revus. Après plusieurs années de notre départ, quand je suis revenu du pensionnat, ma valise était très lourde. Ma petite valise était très lourde. Tout ce que ma mère avait mis, l'amour, le partage, le respect, toutes ces qualités avaient disparu. Pour faire place à la haine, la violence, la colère, les idéations suicidaires, l'alcool, les drogues. Puis c'est ça que j'ai transporté pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, ma petite valise contient j'ai remis en place tout ce que ma mère m'avait enseigné quand j'étais enfant. Aujourd'hui, ma petite valise est très légère, malgré qu'elle soit très pleine. Dans tout ça, il y a le respect, l'amour, le respect pour toutes les autres races, les blancs, les jaunes, les noirs, puis les rouges, les 4 races, autrement dit. On est tous des êtres humains, on est tous des êtres divins aussi. C'est ça à peu près que j'ai écrit dans mon texte. Fait que je vais lire quelque chose de mon livre. Je vais parler de la richesse. Ma richesse, c'est ma santé et cette dernière est très importante. La santé nous permet d'apprécier notre existence. Il faut aimer la vie parce qu'elle est sacrée. Aucun bien matériel, aucune possession ne peuvent remplacer le cadeau de la santé. Il faut savoir prendre un recul sur nos biens matériels afin de remettre en perspective ce qui est vraiment important pour nous. Nous devons savoir que nos peurs ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent plutôt des choix que nous faisons. Je sais également qu'on peut éliminer certaines peurs en faisant des bons choix.
Un jour, ma femme Louisa m'a raconté une histoire sur la richesse. C'était un garçon qui enviait son petit voisin qui, lui, était riche. Le père de l'enfant, envieux, travaillait pour la famille voisine qui était riche. Un beau jour, son père invita son fils à l'accompagner sur la propriété de son patron, qui était grande et clôturée sur toutes ses faces. Sur ce domaine, il y avait une belle piscine, des chiens de garde qui protégeaient les biens du propriétaire contre d'éventuels voleurs. Dans la maison, il y avait des oiseaux en cage qui chantaient leur tristesse, des beaux poissons qui, dans leur aquarium, semblaient être tout aussi malheureux. À la fin de la journée, le petit garçon s'en retourna à sa maison avec son père. En marchant aux côtés de l'homme, il pleurait à la pensée de la journée qu'il venait de vivre. Inquiet de voir ainsi pleurer son fils, le père lui demanda « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Quelque chose te tracasse? Pourquoi pleures-tu? » Le petit garçon répondit à son père « Papa, de ma journée, je retiens que je crois que nous sommes plus riches que ces gens. Notre terre n'est pas clôturée. Les animaux vont et viennent, au bon leur semble. Les hommes et les enfants peuvent se baigner dans les lacs. Les oiseaux chantent leur liberté, alors que les poissons nagent dans de grands lacs, et ils sont sûrement heureux eux aussi. Chez nous, les arbres poussent librement là où les graines tombent, poussées par le vent. À vrai dire, continua le garçon, nous sommes plus heureux qu'eux. Nous n'avons pas besoin de chiens de garde pour protéger toutes ces belles choses. Eux, ils sont envahis par la peur de se faire voler le peu qu'ils ont sur leur terrain privé. Nous vivons en paix sans avoir besoin de nous procurer des assurances pour protéger ce que nous possédons. Eux, pour dormir en paix, ils ont besoin d'un système de protection assurant leur sécurité qui, s'il se déclenche, les envahira de peur et ils crieront « Au secours, on nous vole !» Alors que nous nous endormons au dernier chant d'un oiseau et nous nous réveillons à ses premières notes. Voilà, dit l'enfant, à quoi je pensais et pourquoi j'étais triste pour ces gens.